Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Il fait toujours chaud. Vous êtes mis en tenue Roland Garros? Oui, vous aussi. Oui, je vais en tenue légère. On pourra en discuter, est-ce qu'on peut venir en short Ouais, nos auditeurs pourront appeler pour témoigner. Je vous poserai la question tout à l'heure. Avec vous Félix Mathieu, on va revenir sur nos cantines scolaires. Que mangent nos enfants à la cantine? J'ai voulu ce matin inviter Stéphane Manigold, il sera avec nous, restaurateur, chef d'entreprise et dirigeant du groupe Éclore. Il signait une tribune dans le Figaro il y a quelques jours parce qu'il s'inquiète de cette loi qui va certainement empêcher les cantines scolaires de s'approvisionner en circuit court. La loi Egalim normalement encourage l'agriculture française et on va voir que c'est pas aussi simple que ça. C'est quoi il s'agace un petit peu du trop plein de normes. En fait, clairement, il nous dit que les pouvoirs publics n'encouragent pas réellement le fait maison parce qu'avec notamment les normes qui entourent les cantines scolaires, c'est peut-être plus simple de confier ça à des entreprises clés en main. Le problème c'est qu'effectivement ça encourage peut-être pas toujours les circuits courts et le fait maison. C'est quoi votre pire souvenir de cantine, Valérie? Je me souviens pas. Moi c'est les betteraves. Les betteraves rouges. Je sais pas. Et toi, Félix? Alors moi je veux rendre hommage à la cantinière de la petite école où j'étais à l'époque, qui faisait tout elle-même, et moi j'adorais manger à la cantine. Mais effectivement, Stéphane Manigold me disait que c'est de plus en plus rare la cantinière qui fait elle-même la cuisine, ça se fait de moins en moins. Les communes n'y sont pas franchement encouragées, même en matière de TVA. Il va nous expliquer ça parce que vous savez qu'une cantine, sous-traitante, professionnelle, une entreprise privée peut, comme les restaurateurs, comme les commerçants, s'approvisionner par exemple au marché de Rungis, c'est-à-dire en payant les marchandises hors TVA, ce que ne peut pas une cantine qui est gérée directement, une cantine publique. Et c'est un peu ça ce qu'il dénonce, parce qu'il y a un amendement d'un député LR à l'Assemblée en ce moment qui devait y remédier, sauf que il y a un amendement de suppression de cet amendement, de cette réforme. Au 0826 pour nous dire ce que vous constatez vous dans les cantines de vos enfants, comment ça se passe, si c'est un petit village, si au contraire vos enfants rentrent en vous disant qu'ils n'ont mangé que du pain. Voilà Stéphane Manigold qui arrive. Et de la betterave pas bonne. Voilà. Votre pire souvenir de cantine, Stéphane Manigold, bonjour. Bonjour. Écoutez, mon pire, c'est ce qui m'a conduit à écrire cette tribune, c'est que au fond, le premier restaurant que nos enfants, ou en tout cas que l'on découvre, c'est la cantine scolaire. Ouais. Et c'est un vrai sujet parce que on ferme les yeux sur ce que nos enfants mangent. Ouais. Et comme tout le monde, moi j'ai mangé du pain parce que c'était pas bon. Vous voyez, quand j'ai sorti cette tribune, j'ai de nombreux parents qui m'ont raconté plein d'exemples de ce qu'ils vivaient à la cantine scolaire. Et ma fille même me racontait, mais papa, c'est incroyable, j'ai l'impression que tu venais manger avec nous. Et elle me dit, mais tu te rends compte, même quand je prends mon plateau pour quand les cuisiniers nous servent, je leur dis non mais je veux pas manger de légumes, j'en veux pas. Et le cuisinier dit, si, il faut en manger, et il l'oblige à prendre. Il dit, mais non, mais je vais les jeter parce qu'ils sont pas bons. Donc, me les mettez pas, ils vont finir à la poubelle. Finalement, il lui impose de les mettre dans l'assiette, et elle les jette parce que c'est pas bon. Ah ouais. Et ça, c'est un vrai sujet de santé publique. On forme les obèses de demain, les malades de demain, qu'on va devoir financer, et on laisse, et je ne sais pas pourquoi nos politiques ferment les yeux sur un vrai sujet de santé publique. Ouais. Et si vous réfléchissez, et nos auditeurs pareil, on dit j'ai des intolérances au gluten, je me sens pas bien quand je mange des pâtes, de la farine ou du pain. En fait, c'est juste le fait que on a mangé trop de pain quand on était gamin, trop de mauvais pain, et que ça a conduit à un moment à ce qu'on appelle des intolérances de gluten. C'est survenu là il y a peu de temps. Donc oui, c'est un vrai enjeu de santé publique. Il faut que nos politiques prennent conscience que la santé de nos gamins, la santé de nos enfants, elle n'est pas à vendre. Au contraire, on soigne ceux qui arrivent et ceux qui demain
vont nous soigner. Parce qu'il faut pas oublier que les politiques, à un moment, ils vont vieillir et que c'est bien ces enfants-là qu'on nourrit mal qui demain vont devoir s'occuper d'eux. On va en reparler alors avec vous, Félix Mathieu. C'est quoi le problème ? Depuis la loi Egalim qui a été votée en 2024, normalement, les cantines doivent utiliser des produits, enfin, ils sont encouragés à utiliser des produits de l'agriculture française, si possible, biologiques et labellisés, bilan mitigé. Oui, bilan mitigé après 2 ans d'application. C'est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Depuis cette date, cette loi Egalim fixe effectivement des objectifs. Par exemple, au moins une moitié de produits dits durables et de qualité dans la restauration collective. Alors ça peut être un produit AOP, AOC, IGP, ce genre de label, ou pourquoi pas pêche durable, commerce équitable, produits haute valeur environnementale. Ça peut être pas mal de choses. Mais bon, cette loi Egalim prévoit tout ça. Elle prévoit aussi au moins 20% de bio dans les repas servis dans nos cantines. Un premier bilan a été fait il y a quelques mois, donc au bout de 2 ans d'application, et résultat, le verre est quand même à moitié vide, le verre Duralex de cantine, si j'ose dire, puisque seul 1/3 des cantines ont atteint le seuil pour les produits reconnus durables et de qualité, et moins de la moitié pour ce qui est de la part de bio. Donc ça progresse tout de même si on n'y est pas complètement dans les objectifs de la loi Egalim. Notez que dans ce premier bilan d'étape de l'application de la loi Egalim, les cantines scolaires semblent s'en sortir moins mal, entre guillemets, que d'autres types de restauration collective, par exemple les cantines de certains hôpitaux. Ouais, on pourra en reparler parce que c'est un vrai sujet aussi. Ce sera peut-être une autre tribune sur les EHPAD, les hôpitaux. Ce sera même l'objet d'un livre. J'ai commencé la rédaction d'un livre, je vous donne même le titre, qui s'appelle Malbouffe. Oui, c'est très... Alors, c'est pas partout non plus, mais vous dites dans votre tribune, 30% des denrées achetées par nos collectivités territoriales terminent à la poubelle. C'est hallucinant. Ces chiffres sont effrayants. Dans des établissements comme les lycées, on jette allègrement l'équivalent de près d'1 euro, enfin 70 centimes par plateau et par élève. Et le vrai combat, c'est circuit court contre grossiste. En fait, c'est là où il y a un lobby qui est à l'œuvre et qui empêche de mettre en place cette loi Egalim telle qu'elle a été prévue. Je le vois bien que les lobbies sont très puissants dans ce pays, les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Et je veux leur dire, au travers de votre micro, qu'ils ne me font pas peur. J'ai eu des intimidations. Ah ouais. Vous vous rendez compte le marché que cela représente pour ces personnes ? Ils ont un marché colossal. On parle de nos enfants. Et ils se comportent, comme des voyous. Quand vous allez très loin, là. Oui, mais ceux, en tout cas, qui m'intimident, ou en tout cas tentent de m'intimider. Ce texte, il a eu un mérite. Cette tribune dans le Figaro, je remercie le Figaro d'avoir publié cette tribune et de me donner aujourd'hui la parole à Sud Radio. Elle a eu un mérite, c'est que les députés ont arrêté de regarder leurs chaussures et ont commencé à regarder le texte. Ils disent, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? Alors, ils sortent l'artillerie lourde pour assassiner un texte qui sera débattu vendredi, un amendement. Et cet amendement, il dit quoi ? Il dit, on a des marchés d'intérêt nationaux. Ragis, par exemple. Comme Ragis, par exemple. Et je vais vous raconter pourquoi je suis favorable, en plus, professionnellement, à ce sujet. On dit, mais on a des marchés d'intérêt nationaux. Pourquoi les collectivités ne peuvent pas solliciter ces marchés d'intérêt nationaux qui savent exactement ceux qui se trouvent dans leur marché? Eh bien, pourquoi ces marchés d'intérêt nationaux ne pourraient pas, c'est facultatif, c'est pas une obligation, ne pourraient pas répondre aux plus petites collectivités, aux maires qui font un travail formidable, des petites mairies qui se réunissent entre elles pour créer des cuisines centrales, dont les gros leur mettent mais la misère pour qu'ils ne puissent pas s'organiser et qu'ils n'aient d'autre choix que de passer par les mêmes que l'on connaît. Mais concrètement, c'est quoi leur mettre la misère ? C'est-à-dire que moi, je suis maire d'une petite commune, je décide d'avoir une cuisine centrale. De quelle manière les gros, comme vous dites, vont m'empêcher de créer ma cuisine centrale avec des aliments issus d'un circuit court ? Ils sont très forts sur le normatif. Donc ils découragent. Et la cuisine centrale, c'est pas ça, c'est les achats aujourd'hui. Oui, c'est les achats. C'est les achats. Moi, vous savez, il y a 2 ans, et pour savoir d'où je parle, je suis rentré il y a 4 ans maintenant, ambassadeur de la commanderie de Rungis, qui est en fait des gastronomes qui se réunissent, des bons vivants, large soif comme on dit, et bon appétit. Voilà. Et donc je suis rentré et j'ai découvert ce mine de Rungis.
Et je me faisais livrer par ce qu'on appelle des capteurs de valeur qui livraient mes établissements, puisque je suis restaurateur, j'ai 9 établissements à Paris. Mais mon Dieu, quand je suis allé à Rungis et que j'ai regardé les prix à Rungis, mais je suis tombé de ma chaise. J'ai monté, séance tenante, en quelques mois, une centrale d'achat. J'ai recruté un chef cuisinier qui va tous les matins faire les achats. Je voulais un chef cuisinier, je voulais pas un chef Excel, parce que nous, on veut des produits, des beaux produits. Et 2 camions et un livreur. Mais j'ai fait des économies substantielles. Je vous parle rien que sur mon groupe. J'ai perdu des millions d'euros sur mon groupe, en passant par ces capteurs de valeur qui aujourd'hui ne veulent pas que les collectivités, les petits, puissent aller se faire énergie. J'en suis l'exemple vivant à mon gros, à ma petite échelle, sur 9 établissements, c'est des millions d'euros que j'ai perdus. Alors je l'ai dit à Charles de Courson, qui est le doyen, qui a déposé avec les écologistes un amendement de suppression de ce texte qui interdit finalement, ils ne veulent pas que la démarche que j'ai pu faire, eh bien, les collectivités, les petites mairies puissent le faire. Je suis l'exemple que vous pouvez économiser des millions. Et ce qui me choque, et j'aimerais bien que Marine Tondelier, la présidente des écolos de Paris, m'explique pourquoi son amendement de suppression, je l'ai fact-checké, c'est ni plus ni moins le copier-coller d'amendements de suppression de tous ceux qui ne veulent pas et de tous les lobbyistes. Ils ont fait un copier-coller. C'est choquant. Les écolos qui font un copier-coller de l'industrie agro, mais il faut le dénoncer avec force et qu'il faut qu'ils viennent s'expliquer pourquoi ils sont à la botte, eux, écolos, des industries de l'agroalimentaire. Ça me choque profondément. Juste, vous savez que c'est pas aussi simple parce qu'il y a des règles d'hygiène, des règles d'aliments, des règles sur les allergies dans une école. Et puis également, une mairie, est-ce qu'elle doit choisir la qualité ou parfois son budget? Vous me feriez quoi pour 2 euros dans mon école? Pardon, ce que vous venez de dire n'a aucun lien avec le fait d'acheter. Les allergies n'ont aucun lien avec l'achat. C'est un exemple parmi tant d'autres. Non, mais je sais, parce que ça pardon, je veux pas vous froisser, mais ça fait partie des éléments de langage de l'industrie agroalimentaire. Non, c'est pas le cas pour moi. Je joue l'avocat du diable. Mais le diable, c'est justement ces éléments de langage qu'ils tiennent. Donc, moi, je vous le dis, ça n'a rien à voir. Les allergènes, c'est des produits dont les enfants sont allergiques. Donc, c'est à la base, vous les achetez, que ce soit de l'industrie agro ou au fond de collectivité achète, c'est la même règle. Pour 2 euros, vous me faites quoi? Mais c'est faux, c'est pas vrai, ça coûte pas 2 euros. C'est ce que les parents payent, mais derrière c'est subventionné par les collectivités. Et moi pour 2 euros, je vous invite tous à Sud Radio de venir avec moi à Rungis et vous allez voir qu'on peut faire des miracles, y compris avec 2 euros. Mais c'est ce que vous venez de dire, surtout vous avez fait des économies. Surtout que dans ces marchés comme Rungis, vous achetez hors TVA, c'est ça. Alors que notre petite collectivité qui fait sa cantine intercommunale, elle va acheter avec la TVA ces marchandises. C'est ça aussi le sujet. Et en plus, Bercy, alors là pareil, je comprends pas. Il y a ce différentiel de TVA, de traitement entre les petits et les gros. Les gros peuvent récupérer la TVA, ce qui n'est pas le cas des petits. Donc en fait, on fait tout pour tuer dans ce pays qui prétend encore être le pays de la gastronomie. On fait tout pour avoir des gamins qui n'ont plus de palais, puisque, ils bouffent régulièrement de la merde. Et je vais pas faire mon Jean-Pierre Coff, mais je l'aime beaucoup, j'aime bien cette expression. C'est de la merde. Et donc, nos gamins mangent ça, on les empoisonne. Mais vraiment, on les empoisonne. Mais je globalise pas. Je dis pas que dans toutes les cantines de France sont empoisonnées. Il y a des mères qui font un travail, mais vraiment remarquable contre cette puissance agro, contre ces gens qui ne veulent pas. En fait, on peut pas nourrir nos enfants en regardant simplement une courbe de croissance d'un fonds de pension augmenter en termes de rentabilité. Mais alors, on va y revenir. Est-ce que c'est uniquement une question de produits? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la fabrication, la façon dont on fait ces repas qui entre aussi en ligne de compte? C'est-à-dire la cuisine. On va y revenir. 0826 300 300, on vous attend. Et racontez-nous ce que vous constatez dans les assiettes de vos enfants. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Un sujet passionnant, un sujet d'intérêt général, un sujet qui devrait faire effectivement lever la tête à nos députés. Stéphane Manigold est notre invité ce matin, restaurateur, chef d'entreprise, dirigeant du groupe Éclore. Vous êtes à la tête de plusieurs restaurants. Vous avez signé une tribune, je le rappelle, dans le Figaro il y a quelques jours
vous alertez cantine scolaire et malbouffe, ce que mangent vraiment nos enfants. Vous dénoncez le lobbying de certains grands groupes et vous dénoncez aussi ce qu'aurait dit Jean-Pierre Coff, c'est-à-dire nos enfants mangent de la merde. Et on le disait hors antenne, il n'y a pas que les enfants. Moi, je pense aux gens qui sont dans les hôpitaux. C'est indigne ce qu'on leur sert. Moi, j'avais des amis médecins qui m'envoient régulièrement des photos de leurs repas. C'est absolument scandaleux. Mais là, parlons de nos cantines. On a Jean en ligne avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, vous êtes restaurateur. Vous avez été restaurateur. Racontez-nous un petit peu ce que ça évoque pour vous, la tribune de Stéphane Manigold. Bon, je l'ai pas lu parce que je connais Stéphane Manigold. Moi, ce qu'il faudrait surtout, c'est plutôt que toujours dénoncer les uns contre les autres, je pense qu'il faut rassembler, il faut éduquer, il faut former. Moi, j'ai fait pendant 20 ans la semaine du goût, donc j'ai reçu des enfants de CM2, 2 classes de CM2 pendant 20 ans. Et ça c'est positif parce qu'il faut éduquer. Il faut absolument éduquer, former, parce que les grands-parents que j'ai eus et les parents que j'ai eus n'existent plus. Non. Donc nous, on cuisinait à la maison, on savait ce qu'on allait manger, on nous donnait pas ce qu'on avait envie de manger, on mangeait comme tout le monde. Ça a beaucoup changé. J'ai entendu un truc qui m'a horrifié sur le gluten. Bon, c'est bien de dire que le pain était dégueulasse avant. Je pense pas que le pain était dégueulasse. C'est qu'aujourd'hui, il y a un surplus de gluten dans l'estomac et dans l'intestin des enfants. Pourquoi? Parce que il y a les burgers qui sont arrivés, il y a la consommation de pizza qui est énorme. Donc tout ça, c'est du gluten. Il y a les gens qui ont une vraie maladie avec il faut pas confondre, il y a la maladie cœliaque. Et il y a une intolérance, des fois un peu trop médiatisée. Oui. Donc c'est surtout, de toute façon, tant qu'on veut pas mettre un peu de sous pour manger correctement, on n'y arrivera jamais. Donc on peut pas manger à 2 €. Il peut aller à Rungis tant qu'il veut. On peut faire la fin du marché de Rungis et on peut effectivement, en payant 0 pratiquement, et récupérer la marchandise qui n'est pas abîmée, qui est consommable. Je sais que le gaspillage alimentaire, c'est aussi un énorme problème. J'ai participé pour l'organisation patronale dans laquelle j'étais sur le gaspillage alimentaire. Il y a plein d'énormes bêtises et absurdités dans l'alimentation, mais je pense que Stéphane Manigold, il devrait un jour penser à travailler en groupe et aller dans le positif, parce que dénoncer l'agroalimentaire, je l'ai fait, on l'a tous fait. C'est pas le sujet, les gens ils nous écoutent pas. Ce qu'il faut, c'est former les enfants. Mais oui, mais comment vous voulez les former quand on leur donne de la merde à manger ou quand on va, pardon, de trivial, mais moi aussi j'ai été il y a quelques temps hospitalisé. C'est vrai, ce que j'ai mangé à l'hôpital était dégueulasse. Bon bah alors on est d'accord. C'est la même chose. Oui, mais on est d'accord. Bah voilà. Simplement, combien est-ce qu'on veut mettre pour manger? Quelle est la vraie valeur de ce qu'on est capable de mettre pas cher pour manger correctement? Alors, est-ce que c'est d'aller chercher des trucs très loin, hein. Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de prix? C'est aussi la question. C'est surtout une question d'usine à gaz d'approvisionnement. Plus vous multipliez les intermédiaires et plus vous multipliez les marges nécessaires. Plus vous vous éloignez du producteur, donc du grossiste qui reçoit du producteur les matières premières, et plus vous avez des intermédiaires, ce qui est le cas dans l'organisation de la restauration collective, plus votre produit vous le payez cher. Cette notion de dire aux Français il faut payer plus cher pour mieux manger, c'est un pur mensonge. Voyons déjà avec les budgets alloués ce qu'on peut faire. Croyez-moi, donnez-moi un exemple. Je dis aux collectivités, même avec Pécresse, que j'aime beaucoup de la région Île-de-France, si elle souhaite, je ferai un audit sur ces achats et je la conseillerai pour mieux acheter. Et en fait, c'est juste comment on dépense cet argent. C'est faux de dire qu'on dépense 2 € pour nourrir des enfants. Ce n'est pas vrai. On est plutôt autour de 3,50 €, 3,60 €. On confond ce que les gens payent, les parents, des repas subventionnés. Il y a des parents qui payent beaucoup plus cher, qui payent 7, 8 €. C'est faux de dire que le repas, il coûte 2 €. Ensuite, quand on dit il coûte 2 €, on globalise. Parce que tous les jours, vous mangez pas la même chose. Tous les jours, vous mangez pas de la viande. Tous les jours, vous mangez pas des protéines. Tous les jours, vous mangez pas du poisson. Donc, vous avez un coût qui est lissé. Et donc, un jour, vous allez manger peut-être pour 3 €. L'autre jour, vous allez manger pour 2 jours dessus, vous allez manger pour 1,50 €. Donc, vous voyez bien que ça va s'équilibrer. En réalité, on prend le problème comme des comptables, alors qu'on devrait prendre le sujet comme un sujet de santé publique nécessaire et indispensable. On ne fait pas un poire aux vinaigrettes pour 200 élèves de la même façon qu'on le fait pour 30 personnes dans un restaurant. Ah bon? C'est une question. La recette, à partir du moment où vous l'avez, vous démultipliez le taux de sel, le taux d'huile, le taux de vinaigre, le taux d'échalote. Oui, mais c'est fait en gros, c'est fait... Mais non, mais c'est pareil. Ça change rien. Et là où encore...
on ferme les yeux sur ce sujet, sur l'industrie agro. Nos mairies, il faut les soutenir parce qu'elles ont la volonté. Les parents, vous savez, moi je me suis battu, Jean Terlon s'est opposé à ce texte, moi je me suis battu pour la transparence. La transparence, c'est quoi? Quand c'est fait de façon industrielle, ça doit être écrit. Que vous allez dans un restaurant, que vous allez dans une cantine scolaire, dans une prison, dans un hôpital, où vous voulez, vous devez l'écrire. Alors moi je veux bien que Jean Terlon, que nous venons d'avoir au téléphone, j'espère qu'il est encore là, vient m'expliquer, alors que ça fait 40 ans qu'il est dans le secteur, et que, pardon, mais la conséquence, aujourd'hui, c'est quand même ceux qui sont là depuis 40 ans, c'est pas ceux qui arrivent depuis 8 ans qui sont responsables du passif. Vous avez aujourd'hui des gens qui se sont battus, l'industrie agro s'est battue pour cette transparence. Et je souhaite encore que la transparence se fasse, que les parents sachent que ce qu'ils mangent, voilà ce que mangent les enfants. Or, l'industrie agro ne veut surtout pas que les parents sachent que vous mangez. Ils ne veulent surtout pas. Mais ils le voient, il y a les parents. Ouais. Mais citez-moi un seul pan de l'économie française, un seul, où quand vous achetez quelque chose, vous ne savez pas ce que vous achetez. Y compris dans les grandes surfaces. Vous allez acheter un paquet de gâteaux, avec du lait, avec du blé, vous savez où a poussé le blé, d'où vient la vache, etc. Vous avez une traçabilité de dingue. Et dans la restauration, vous savez rien. On creuse, ça tombe avec ses dents. Mais vous ne savez pas comment. On sait, quand on achète un poulet, on sait dans la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective, vous ne savez pas qui a produit. Tout à l'heure, vous m'avez montré magnifique un plat de carottes purement industriel, d'une sauce purement industrielle et d'une volaille, de merde, qui n'a jamais gambadé, qui a dû vivre dans des kolkhozes à 800 dans un mètre carré. Moi, j'aimerais bien savoir qui a fabriqué ça. Et c'est la même chose. J'ai pris l'Eurostar parce qu'on avait fait un débat, vous savez, sur les poulets. Et du coup, j'ai demandé à l'hôtesse d'où venait mon poulet, les origines. Ils ne savaient pas. Donc je ne sais pas quel poulet j'ai mangé, si c'était un poulet français ou... C'est le grand mensonge de la restauration. Le jeu, c'est de mentir, de cacher la vérité. Et le pouvoir public, à un moment, il doit ouvrir les yeux, il doit se dire... Oui, les gens doivent savoir ce qu'ils mangent. Et je le dis à mes amis de l'industrie agro, vous savez, sur les paquets de cigarettes, on a mis des photos de poumons métastasés. Les gens, ils fument quand même. Donc n'ayez pas peur d'être transparent. Oui, alors vous dites, en gros, la fameuse volaille extra-européenne avec laquelle elle représente un chiffre microscopique et anecdotique des très peu de volume, en fait. Oui, c'est le cas, c'est factuel, c'est les chiffres, c'est sourcé, c'est documenté. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que concrètement, vous êtes effectivement dans une commune. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent? Je suis très fier. Je vais vous dire une chose, les communes, elles font un travail formidable. D'ailleurs, du reste, l'Association des maires de France, présidée par David Lisnard, apporte son soutien total au texte en question qui permettrait à ces collectivités, à ces communes de pouvoir ce n'est pas obligatoire, je le répète. Je comprends pas comment ces gens ont peur de la concurrence. Et Charles de Courson, qui lui est le champ de l'économie, qui nous explique que les comptes publics c'est important, que la transparence machin, je l'ai au téléphone, je dis mais monsieur le président, pourquoi vous êtes contre ce texte? Je sais pas, c'est pas moi, c'est mon député machin qui s'occupe de ça. Je dis mais à un moment faut lire les textes. Un enjeu pareil, vous pouvez pas laisser votre sagacité, votre esprit à quelqu'un d'autre. Vous devez vous pencher sur le texte. Le plat que je vous ai montré, alors il s'agissait d'un hôpital, mais on peut aller retrouver dans les cantines vraisemblablement des carottes, du poulet dégueulasse et tout. Est-ce qu'on peut faire la même chose au même prix? Et est-ce qu'il y a aussi une question de cuisiner? Comment cuisiner les plats? Il y a le produit, mais il y a la fabrication derrière. Exemple de poireaux. Il y a deux choses en fait dans l'industrie agro. Il y a les contrats qu'ils émettent aux collectivités qui sont pleines de vertus, Egalim, 20% de bio, les engagements, toute la fanfare. Alors les contrats, ils sont magnifiques. Mais il y a une clause dans ces contrats. Et cette clause, elle est explicite. Si jamais le produit frais n'est pas disponible, alors nous pouvons avoir recours au surgelé. Comme par hasard, les congélos, ils sont pleins tout le temps. Voilà pourquoi on progresse pas. Parce que on met un cadre, eux, ils mettent des exceptions. Et les collectivités s'achètent une conscience et pensent que leurs gamins, parce qu'ils ont un contrat super, le contrat on l'a signé, qu'ils vont appliquer le contrat. Moi, je leur fais confiance aux industriels pour gagner du pognon. Ils vont bien appliquer la petite clause qui dit que si le frais n'est pas disponible, allez prouver que le frais ce jour-là n'était pas disponible et que vous avez acheté du surgelé et de l'industriel. Et je vais même vous dire, j'ai vécu l'expérience à l'Assemblée nationale. La première fois que j'ai mangé, j'ai dit... député Victor Aberdasso m'avait invité, je lui ai dit c'est de la merde. Je lui ai décortiqué la sauce
industriel, en poudre là, avec de l'eau. Les échalotes, c'est du surgelé. Tout était, même les desserts étaient industriels. Et je lui dis, ça, c'est tel industriel. J'ai reconnu tous les industriels. Il y a une députée qui est à la commission de la restauration qui a voulu me réinviter. Je lui dis, j'accepte de venir à une condition, c'est que je vais voir vos chambres froides derrière. Ouais. Elle me dit, il faut jouer avec le chef. Je vois avec le chef, il est d'accord. Je dis, génial, t'as lui, il est kamikaze. Donc j'arrive, je mange, je commande exactement ce que j'imagine être industriel. C'est-à-dire une poêlée de légumes. Donc le plus simple du monde à faire pour un cuisinier. Le chef vient me voir, je lui dis, votre poêlée là, elle est fraîche. Ah oui, nous avons reçu ce matin les légumes, on les a taillés, machin. Il part, je dis à la députée Annie Glemer, je dis ça, pardon, je me coupe les couilles si c'est pas du bon duel surgelé. On finit par aller en cuisine. Et il ouvre les chambres froides qu'il avait envie de nous ouvrir. Je dis, et cette porte là on peut l'ouvrir? Et j'ouvre et je vois une palette de poêlées bon duel surgelées. Et je retourne, je dis, voilà, notre poêlée fraîche, elle est là. Et ça, c'est voilà, à l'Assemblée nationale. Ils bouffent de la merde. Ouais. Mais si vous épluchez, j'invite les questeurs de l'Assemblée nationale à éplucher les factures du restaurant. Regardez ce que vous bouffez. Ils vous empoisonnent. À lire, relire cette tribune de Stéphane Manigold. Continuons le combat. Cantine scolaire et malbouffe. Il faut que ça change. Merci à vous d'avoir été là et merci pour votre combat. Merci à vous. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.